La Côte d'Ivoire, beaucoup avaient misé sur les Ivoiriens hier soir, et bien éliminés avec beaucoup de regrets, on imagine. Oui, parce que on a un peu le sentiment que les Ivoiriens sont passés à côté de l'événement hier. Il y avait la place pour faire mieux, d'autant que si Erling Haaland a inscrit le but de la qualification, celui du 2-1, le meilleur joueur norvégien, le plus grand danger de cette équipe a longtemps été muselé par la défense ivoirienne. Il a fallu d'une seule erreur d'inattention de l'arrière-garde des éléphants à la 86e, lorsqu'elle s'est désintéressée du joueur de Manchester City pour se faire punir. 5e but pour Haaland dans le tournoi, qui propulse la Norvège en 8e de finale, qui lui permet de remporter son premier match à élimination directe dans une Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire qui s'est procuré une dernière munition à la 96e. Un coup franc d'Amad Diallo parfaitement détourné par le gardien norvégien. Mais c'est avant, sans doute, que la Côte d'Ivoire aurait pu faire la différence. Les éléphants qui ont notamment touché 48 ballons dans la surface adverse. On écoute tout de suite le sélectionneur Emers Faye. C'est difficile de perdre dans les dernières minutes. C'est difficile de trouver les mots parce qu'ils ont tout donné. Ils se sont battus de la première à la dernière minute. On a beaucoup grandi grâce à cette compétition. C'était la première Coupe du Monde des joueurs. Je pense peut-être manquer d'un peu de maturité. Bon, c'est une vraie déception là aujourd'hui pour les Ivoiriens. Oui, alors pour le coup, oui, ça vient après une quasi-déception en phase de poule où ils avaient vraiment montré des choses et où ils auraient pu battre plus gros. Là, c'est une déception dans la mesure où cette équipe, il y a eu une génération dorée pendant que j'ai beaucoup suivi moi en Côte d'Ivoire, celle des académiciens et de Didier Drogba, qui a longtemps heurté le plafond de verre. Cette équipe-là, c'est une nouvelle génération dorée avec quelques cadres un peu plus anciens. Mais qui a montré vraiment des qualités, des vraies qualités. Sauf que, comment on peut laisser filer Erling Haaland seul au but? Et puis après, il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que ça. Il y a surtout quand vous avez 12 corners, les Ivoiriens, ils ont eu. Ils en ont tiré un court. Tous les autres, ils les ont mis dans la boîte. Et en face, vous avez une équipe de Norvège où il y a 6 joueurs sur 11 qui font plus d'1m90. Oui, c'est des cyborgs. Mais ça, c'est idiot, franchement. Vous n'avez aucune chance de prendre les ballons de la tête, sur ce genre d'action. Il faut les jouer différemment. Et d'ailleurs, le seul but qui marque, c'est quand Amad Diallo rentre, qui est un petit attaquant très vif, qui marque d'ailleurs un très joli but. Parce que c'est là où la défense norvégienne, avec ses grands gabarits, était en difficulté. Mais ça, il aurait fallu le faire dès le début du match, et non pas attendre les 10 dernières minutes. La Norvège qui aura fort à faire en 8e de finale, puisque ce sera face au Brésil. Pardon, on est un peu pressé par le temps, mais on en reparlera évidemment des équipes africaines. Elisabeth, c'est pour vous, je crois d'ailleurs. C'est la séquence, j'en finis mon doigt. C'est inédit comme phrase. Il faut qu'on en parle, les Xavier, justement, des équipes africaines. Est-ce qu'il faut avoir peur du flop ou pas? 10 au top départ, elles ne sont plus que 9 qualifiées pour les 16e. Il risque d'y en avoir beaucoup moins en 8e, Xavier. Alors, faut pas avoir peur, la peur, ça évite pas le danger. Mais flop ou pas flop, stop ou encore, c'est vrai que c'est une question qui émerge. C'est vrai qu'on s'est félicité d'avoir un record d'équipes africaines qualifiées, 10 équipes. Ensuite, un 9 sur 10. C'était historique là encore, à part la Tunisie, personne n'avait pris la porte. 9 représentants, c'était le deuxième continent, l'Afrique, le plus représenté en match à élimination directe derrière l'Europe. Un mondial élargi, les Africains en avaient bénéficié. Sur les 9 qualifiés au départ, il y en avait quand même 5 qui avaient obtenu leur billet directement en étant deuxième de leur poule. Parmi eux, il y avait quand même des équipes comme le Cap-Vert, qu'on n'avait peut-être pas imaginé. Les autres se sont qualifiés au titre de meilleur troisième. C'est le cas du Sénégal, de l'Algérie, du Ghana et de la RDC. Alors voilà, on va pas se lancer dans des pronostics, genre il y en aura 5, il y en aura 4, mais il y a déjà un pays qui est présent, qui sera présent au tour suivant, c'est le Maroc effectivement, qui confirme son parcours de 2022, on va dire, qui était demi-finaliste en 2022. Faudrait pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, on va dire, mais les regrets pour l'heure c'est les Ivoiriens, mais on vient d'en parler. Au tour suivant, il y aura certes le Maroc, mais il reste à savoir qui va l'accompagner. On est en match à élimination directe, ça fait peur, mais c'est aussi le sel de ces matchs-là, c'est pour ça qu'en fait ces équipes
équipes africaines demandent des places en compétition 9 sur 10. Faut pas que ça soit un poids, savoir combien il y en aura au tour d'après. Les quarts de finale d'un mondial, il y a des équipes africaines qui l'ont déjà fait. C'était le Cameroun en 90, c'est le Sénégal en 2002, c'est le Ghana en 2010. À chaque fois, il a fallu ne pas avoir peur, mais déjouer les pronostics qui auraient pu prévoir. Là, je parle à Xavier, les autres étaient pas nés, que Roger Milla inscrirait un doublé contre la Colombie après son doublé, contre la Roumanie et le but d'Omambic face à l'Argentine de Maradona, qui aurait pu prévoir le doublé d'Henri Camara face au Danemark en 2002 après la douche froide infligée à la France par Pape Bouba Diop, que le Ghana pousserait ses adversaires dans leur retranchement en prolongation, en penalty en 2010. À chaque fois sur le papier, ces équipes auraient pu avoir peur, mais en fait elles ont pris leur destin en main, elles l'ont forcé aussi un petit peu. Quelquefois ça marche, c'est aussi la beauté de ce sport. On a le droit d'avoir un peu peur, d'avoir un petit peu d'appréhension, parce que beaucoup d'équipes vont jouer des supposés plus gros, mais on n'a pas le droit de ne pas y croire pour ces équipes africaines, et pas le droit de ne pas rêver, parce que globalement, si elles sont arrivées jusqu'ici, c'est aussi parce qu'elles sont allées le gagner sur le terrain. Absolument, et qu'elles avaient le talent, et qu'elles n'avaient pas volé leur place dans cette Coupe du Monde. Les affiches du jour peut-être Oui, les affiches du jour, ça va commencer donc avec l'Angleterre qui affronte les Léopards, le Sénégal face à la Belgique et enfin les États-Unis face à la Bosnie. On va écouter le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Challenger, oui, mais ambitieux, écoutez. L'Angleterre est 4e au classement mondial, on est 41e, donc forcément il y a un gap. Après, on a montré que sur des matchs, on était capable tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d'autres. Donc on a nos atouts, on sait ce qu'on va essayer de mettre en place demain pour être ambitieux et se qualifier, parce que ce match de demain, moi je le vois comme une opportunité de créer encore un exploit. Peuvent le faire ou pas les Congolais ? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'ils ont une grosse défense. Donc ils peuvent faire effectivement comme a réussi le Ghana face à l'Angleterre. Bon, la RDC, ils sont capables de tenir, capables de marquer, c'est la question. Le Sénégal, ils ont créé beaucoup de doutes, on en a beaucoup parlé, et puis ils se sont remis un peu dans le droit chemin face à l'Irak. Alors c'était l'Irak. La presse belge, qui n'est pas très tendre avec sa sélection, qui n'est pas forcément non plus une sélection qui rayonne en ce moment, avait l'air, pour reprendre un terme que vous affectionnez, d'avoir un petit peu peur que ces Sénégalais prennent leur destin en main. Donc faut voir, mais en tout cas cette peur des Sénégalais, en fait, elle est peut-être partagée aussi par les Belges, qui se disent que les Sénégalais vont peut-être avoir envie de marquer les esprits, et qu'ils aimeraient bien que ça soit pas face à eux, tout simplement. On commence donc par cette image, l'équipe de France, l'image du jour même. Didier Deschamps, entouré par son groupe, enlacé par ses joueurs. Kylian Mbappé s'est précipité vers son sélectionneur après l'ouverture du score des Bleus face à la Suède hier soir, Benoît. Oui, Elisabeth, ça donne une idée de la cohésion qui règne au sein de cette équipe de France. Didier Deschamps qui a perdu sa mère, je vous le rappelle, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé, qui a quitté la Coupe du Monde pour rentrer en France et assister à ses obsèques, des moments très durs. C'est comme ça qu'il les a qualifiés, vécus donc par le sélectionneur. Un groupe à l'unisson face à cette épreuve que traverse Didier Deschamps. Écoutez le sélectionneur ainsi que le capitaine des Bleus. Oui, évidemment, à titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup. C'est notre capitaine. Et je ne dis pas du bien pour en dire du bien, parce qu'il est exemplaire depuis le premier jour. Donc le groupe était uni. Ils ont fait ce qu'il fallait quand j'étais pas là. Et c'était mieux que je sois pas là, pour moi et pour eux. Mais à partir du moment où je suis revenu, ils savent que je suis avec eux. Mais c'est une très bonne chose. L'état d'esprit d'un groupe, ça ne fait pas gagner les matchs, mais je sais trop bien que ça peut les faire perdre. Toute l'équipe était là avec lui. Je pense que c'est important. Il y a des choses qui sont plus importantes qu'une Coupe du Monde, plus importantes que le foot. Mais comme je l'ai dit, c'est l'ADN de ce groupe, d'être tous ensemble, de vraiment être soudés. Et on est tous derrière le coach, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer, on est tous derrière lui, et on voulait lui faire ressentir qu'il n'était pas tout seul. Bon, un petit débat qui a déjà commencé, à vrai dire, entre nous autour de ce plateau. C'est vrai qu'on en parle depuis le début de la compétition, de ce groupe qui est soudé. Ce que vit Didier Deschamps, en l'occurrence les obsèques de sa maman, il est parti, il est revenu. Est-ce que ça peut encore resserrer les liens entre eux ? Moi, je pense que oui, perso. Alors, il n'y a pas match entre vous et moi, parce que moi, je pense que oui, effectivement. Je pense que déjà, le groupe vit bien de base, visiblement depuis le début, même si y a des questions autour de certaines individualités qui
qui ont pu peiner à trouver leur rythme. Mais globalement, cette image, c'est quand même la preuve, en tout cas, que l'équipe avait envie de faire quelque chose, d'être soudée aux côtés de son sélectionneur. C'est un élément qui peut fédérer une équipe, c'est un élément qui peut créer, en tout cas fédérer. Après, c'est quand même des grands pros. Alors là, Xavier vous dire, mais non, mais en fait, de toute façon... je peux dire moi-même ce que je pense. Mais globalement, mais en tant qu'idéaliste, en fait, souvent, pour se dépasser, il faut de l'humain. Et là, on a l'élément humain qui fait que ça peut fédérer et aider à se dépasser. C'est quand même inédit, ce genre d'image. Il n'y a pas besoin de ça pour fédérer le groupe France. Non, mais c'est un truc Deschamps en plus. Le fait depuis 14 ans. C'est une épreuve en plus qu'ils traversent. Alors que lui, Didier Deschamps, moi j'ai perdu mon père par exemple il y a quelques années, donc effectivement c'est une épreuve. Et Didier Deschamps, forcément, lui, il se retrouve confronté à cette situation. Et comme beaucoup de gens, il est forcément marqué. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Et il est heureux de vivre avec ce groupe parce que ça lui permet de penser à autre chose. Alors que les joueurs qui pourraient être ses enfants, donc qui, à quelques exceptions près, n'ont pas été confrontés à ce genre de perte, de disparition, heureusement pour eux, ils peuvent pas vraiment comprendre ce qu'on ressent dans ces cas-là. Mais il lui apporte effectivement un soutien. Il lui apporte, mais bien sûr, mais ils ont de l'empathie. Ils ont de l'empathie, mais ils ont de toute façon énormément. Ils auraient perdu, je pense que ça lui rajoutait un petit souci. Donc finalement, globalement, je pense que ça change pas grand-chose en fait. Ça change pas grand-chose parce que cette équipe de France, c'est déjà un groupe uni depuis très longtemps, avec un sélectionneur qui a une très forte personnalité, qui a un staff réduit mais très soudé. Et l'objectif des Bleus, c'est d'aller gagner une Coupe du Monde. Bon, donc, ça, on n'en doute pas. En tout cas, ça nous offre une belle image de cohésion. Et c'est d'ailleurs pour nous l'image de cette soirée. Avant cela, ça a quand même été un véritable récital des Bleus, on va en parler, face à la Suède, qui a été porté par son duo, une fois encore, Mbappé-Olysée. Une symphonie offensive avec 2 hommes à la baguette. Kylian Mbappé, auteur de son 3e doublé depuis le début de cette Coupe du Monde, le capitaine des Bleus, 6 buts dans le mondial, 18 réalisations dans le plus grand des tournois, toujours sur les talons de Lionel Messi, l'Argentin qui en est, lui, à 19. Et que dire du maître à jouer désormais de cette équipe de France, Michael Olysée, dépositaire du jeu tricolore, véritable artiste ballon au pied, 2 passes décisives venues d'ailleurs, la première pour Bradley Barcola, la seconde pour son capitaine. 6 passes décisives sur cette édition. Seul Pelé, excusez du peu, a fait mieux sur une édition. Il en a parlé justement de la prestation de Michael Olysée en conférence de presse Didier Deschamps. Quand Michael touche le ballon, il se passe beaucoup de choses. Et c'est lui qui alimente aussi les joueurs offensifs, mais en même temps, il fait le lien entre cette phase défensive et la phase offensive, et avec les milieux de terrain où souvent il donne un bon coup de main aussi, quoi. Et puis Michael a ce caractère un peu introverti mais tellement sensible. L'important c'est qu'il ne soit pas introverti sur le terrain où il a beaucoup de personnalité. Voilà, et cette aventure pour les Bleus qui va donc se poursuivre. Rendez-vous samedi face au Paraguay, tombeur surprise de l'Allemagne. Je vous le rappelle, ce sera donc à Philadelphie le 4 juillet. Un choc qui rappellera un duel homérique en 1998. C'est ce fameux but en or face au Paraguay. C'était à Lens. Didier Deschamps faisait d'ailleurs partie de l'équipe qui deviendrait quelques jours plus tard championne du monde. Des supporters, on va en écouter quelques-uns à la sortie du MetLife Stadium. Ravis de la prestation des Bleus et de ce qui les attend. On va conquérir les États-Unis d'Amérique. Énormissime. La France va être championne du monde. Donc vraiment un super match ce soir. Super hommage aussi à Didier Deschamps, à la maman de Didier Deschamps. Donc magnifique match. On était tous les deux un peu tendus avant le début du match et voilà, le match nous a pas déçus, c'était un super moment. L'excès de confiance, il faut se méfier. Je pense qu'on peut avoir des petits trous d'air, surtout en défense, donc il faut être très vigilant. On l'a vu en première mi-temps, ça peut aller très vite. Donc faire attention à ça, et si on est bien concentré, je pense que rien ne peut nous arrêter. Voilà, et cette relation entre les joueurs offensifs dont tout le monde parle désormais, encore plus impressionnant à voir depuis la tribune presse de ce MetLife Stadium. Et justement, Cédric Ferreira nous raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti hier soir. 13 buts marqués par les Bleus en 4 matchs dans cette Coupe du Monde. On parlait beaucoup de carré magique avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olysée et Désiré Doué. Eh bien, on peut rajouter aussi Bradley Barcola qui a été buteur contre la Suède, et 5 joueurs offensifs
qui s'illustre depuis le début du tournoi. Michael Olise a réalisé 2 passes décisives. Il est désormais à 5 passes décisives dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé a 6 buts. Il est à égalité avec Lionel Messi. D'ailleurs, Mbappé qui poursuit Lionel Messi au classement du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Messi, 19 buts marqués jusqu'ici. Mbappé, 18 buts en 18 matchs. Je sais que Benoît, vous aviez peur avant ce match contre la Suède. Vous aviez peur du match piège. Il n'y a pas eu de match piège puisque l'équipe de France a une attaque vraiment impressionnante. Et je me suis demandé quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait vu une attaque aussi impressionnante sur le papier. Le premier souvenir qui me revient, c'est le Brésil de 2002, voire 2006, avec cette attaque Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka. On peut comparer aujourd'hui l'équipe de France à un tel niveau de star. Alors bien sûr, il faudra aller valider cela avec une victoire finale dans cette Coupe du Monde, mais tout de même, on peut s'interroger à voix haute désormais pour voir quelle place accorder à cette attaque de feu. Je suis certain que ça va alimenter un petit débat en plateau avec tous les consultants. Eh ben merci Cédric de nous tendre la perche. On va débattre. Tiens, les Xavier, vous êtes d'accord avec lui, avec Cédric, cette équipe de France qui ressemble peut-être au Brésil des années 2000 ? Oui, qui n'était pas le plus flamboyant, mais Cédric n'était pas né. On peut remonter carrément au Brésil des années 70 avec Pelé, Jairzinho. Non, mais c'est vrai que cette équipe de France, elle a quelque chose de flamboyant, d'extrêmement séduisant. Et je crois que tout le public américain est en train de devenir supporter de l'équipe de France, et tant mieux d'ailleurs. C'est une équipe qui a d'énormes qualités techniques, d'énormes qualités collectives, et il y a des individualités qui savent faire la différence à tout moment dans ce cadre collectif. C'est ça qui est formidable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé hier, au-delà du résultat, parce qu'il n'y avait pas tellement de suspense, il faut le dire, la Suède est une équipe quand même très moyenne, mais c'était surtout l'altruisme et la volonté des uns de faire marquer les autres, notamment Michael Olise qui n'a pas encore marqué dans cette Coupe du Monde. Et on a vu plusieurs actions où Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé essayaient de le faire marquer. Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai vraiment aimé. Ils gagnent 3-0, ils auraient pu peut-être gagner 5 ou 6. Peu importe, mais il y a eu vraiment cet état d'esprit collectif pour faire briller le copain, et ça, c'est une garantie de succès pour l'avenir. C'est la plus belle partition, Xavier, de Michael Olise hier soir en bleu ? C'est une belle partition. Est-ce que c'est la plus belle ? Elle est assez exceptionnelle. Il aurait marqué son retourné, son but. Là, franchement, c'était le but du mondial et sans doute la plus belle partition. Un truc quand même, on en parlait, c'est Didier Deschamps, c'est rare qu'il accepte des déséquilibres dans son équipe, qu'il ne maîtrise pas certaines choses. Là, dans cette équipe, il laisse le champ libre à Olise, notamment, avec la possibilité de redescendre beaucoup plus bas ou de remonter selon ses envies, etc. Et en fait, ça participe. Au lieu d'être bloqué dans le jeu, ça lui permet quand même énormément de rayonner. Effectivement, il a fait un match somptueux. Après, en face, c'est vrai que les Suédois ont quelques individualités, mais c'était quand même pas une équipe qui faisait peur. Je sais en ce moment, vous avez souvent peur, d'après Cédric. Là, vous n'avez pas eu peur face à la Suède. Et là, pour le coup, et là, j'avoue quand même que globalement, cette équipe, elle a quelque chose. Après, l'alerte, c'est qu'il y a des déséquilibres. Ouais. Et puis l'alerte, c'est qu'on est dépendant aussi de certaines individualités. Et la peur de certains supporters qu'on n'a pas entendu là, c'était pourvu qu'il n'y en ait pas un qui se blesse. Mais quand on en est là, déjà, c'est que... Cette équipe de France, elle n'a peut-être pas encore été testée, justement, dans ces déséquilibres potentiels. Les commentateurs et les commentaires à l'étranger, que ce soit dans la presse, les commentateurs, absolument. Dithyrambique aujourd'hui. J'entendais moi Rio Ferdinand, l'ancien international anglais, qui parlait de cette équipe de France et qui disait on sent parmi ces joueurs la volonté de faire mal à tout instant et à tous leurs adversaires. Oui, mais de le faire collectivement, et c'est ça qui est formidable, parce qu'on connaît les qualités individuelles de Kylian Mbappé, on connaît celle d'Ousmane Dembélé, les ballons d'or, on connaît celle de Michael Olise au Bayern de Munich, mais là, c'est vraiment la capacité de ces trois-là, plus de Barcola hier ou de Désiré Doué sur d'autres matchs, à jouer ensemble, et moi, c'est ça qui je trouve formidable, et c'est le grand succès de Didier Deschamps, c'est d'avoir réussi à transformer une équipe de France avec des individualités hors normes en un véritable collectif. Alors, on parlait du carré magique, est-ce que ça va réussir à fonctionner, etc. Le réglage, il a été trouvé très rapidement. Et effectivement, cette équipe, à tous les niveaux, même Tchouaméni et Rabiot, tiennent très bien le milieu de terrain en acceptant de ne pas forcément monter trop souvent, mais parce qu'il faut tenir cette équipe. Et on trouve que tout le monde, en tout cas, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. On disait qu'Mbappé était en mission. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en mission. On peut se féliciter comme ça pendant des heures, mais hier, à la même heure, on appelait quand
quand même à la prudence parce que tout peut se passer quand même dans une compétition comme celle-ci. Moi, je suis plutôt comme Benoît, j'ai tendance à me méfier. Deschamps, il l'a rappelé d'ailleurs hier, il ne s'agit qu'une qualification en 8e, pour la 8e. Oui, et puis face au Paraguay, donc ça va lui rappeler des trucs. Ça sera samedi. C'est des matchs à élimination directe, donc en fait, à partir de maintenant, on regarde. Voilà. La Suède, c'était pas l'adversaire le plus difficile sur le papier et des tableaux. Deuxième des meilleurs troisièmes. Deuxième des meilleurs troisièmes, effectivement. Le Paraguay, sur le papier, c'est pas le plus gros adversaire envisageable, mais sauf qu'en fait le Paraguay il est tombeur de l'Allemagne, et surtout c'est une équipe qui a une âme et qui va chercher assez loin en elle, qui est très soudée aussi et qui va souvent chercher ce qui va pas dans l'équipe d'en face. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis à l'arrache pour une qualification. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis dans leur groupe. Et c'est forcément l'adversaire qui n'est pas forcément celui qui le fait le plus peur, Benoît, sur le papier, mais une équipe en tout cas qui peut commencer en tout cas à questionner. Voilà.